Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs. Mercredi, c'est WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit les hommes et les femmes des médias. Avec eux, mesdames et messieurs, nous allons parler en tout cas de beaucoup de sujets parce que l'information est très très riche. Nous allons commencer par les prix du passeport congolais. Comme vous le savez, nos confrères de Reuters ont jeté le pavé dans la mare. En tout cas, leurs investigations nous ont donné des chiffres assez alarmants. Et bien sûr, le vice-ministre des Congolais de l'étranger a réagi par rapport à toutes ces informations. Et avec nos confrères, nous allons encore décortiquer, en tout cas, cette affaire qu'on appelle Passport Gate. Ensuite, nous allons parler du remplacement d'Elvis Palanga. Comme vous le savez, le général Célestin Kanyama a été suspendu de ses fonctions. Et c'est Elvis Palanga qui a pris la tête aujourd'hui de la ville de Kinshasa en matière de sécurité. Ensuite, nous allons parler de la destitution du gouverneur Kazembe au Katanga, à l'ex-Grand Katanga. Et évidemment, nous n'allons pas parler du retour triomphant, entre guillemets, de Félix Tshisekedi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis avec d'excellents confrères comme à l'accoutumée et je tiens à les remercier parce que passer 45 à 50 minutes entre nous, c'est vraiment une faveur et c'est toujours d'une extrême gentillesse quand les confrères acceptent de répondre à votre invitation. Marcelin Chisoka de Congo Web Télévision, il n'est plus à présenter. Merci Marcelin d'avoir accepté d'être des nôtres pour WebPress aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci en tout cas. Eddie Kaniki, journaliste indépendant, il est encore avec nous aujourd'hui. Et nous allons parler de ces grands thèmes. Bonjour Eddie. Oui, bonjour Paulette. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nous sommes là pour analyser et débattre de l'actualité. Et c'est toujours une joie. Le web, comme vous le savez aujourd'hui, le web est en train de s'implanter en République démocratique du Congo. Comment ne pas avoir les informations avec tous les journalistes du web qui nous aident, avec Nikez Mouzani d'Afrique Eco Magazine. Merci Nikez. Oui, salut Paulette, parce que nous sommes là, nous avons le droit de parler pour les sans-voix. Voilà. Nous allons parler, Nikez, tu peux m'aider par rapport au prix du passeport. Comme vous le savez, les journalistes, en tout cas de Reuters, ont fait le travail qu'on appelle le journalisme d'investigation. Ils ont cherché à savoir un peu comment le passeport congolais peut coûter 185 $. Ils ont trouvé les réponses et je vais essayer de vous lire ce qu'a écrit la Libre Belgique par rapport à tout ça. Donc voilà, entre octobre 2014 et juin 2015, M. Karizawan a eu divers échanges avec les autorités congolaises, y compris à travers des courriers directement adressés au président Kabila, d'après les documents consultés par Reuters. Le 16 octobre 2014, M. Karizawan a envoyé une première expertise de ce que pouvait coûter un passeport biométrique entre 21,50 € et 43 €, précisant que sa société pouvait même les faire fabriquer dans sa propre usine en Lituanie. Au début du mois de novembre 2014, Semlex a affirmé qu'il pouvait fournir des passeports pour 50 $ pièce, d'après des documents consultés par Reuters. Dans une lettre envoyée à M. Kabila le 13 novembre, le prix est pourtant passé à 120 $. Au mois de juin 2015, M. Kariziwan, le ministre congolais des Affaires étrangères à l'époque, Raymond Chibanda, et celui des Finances, Yav Moulang, ont finalisé l'accord. Le contrat signé le 11 juin 2015 mentionne que 65 $ sur les 185 $ que coûte un passeport seront reversés à l'État congolais. Les 120 $ restants seront reversés à un consortium dont fait partie Semlex Europe, basé à Bruxelles, Semlex Monde installé au EAU, je ne sais pas, Émirats Arabes Unis, voilà, Émirats Arabes Unis, l'imprimerie Semlex en Lituanie et l'entité enregistrée aux Émirats, LRPS. Ces 120 $ ont été de nouveau repartis selon les termes de deux autres contrats également datés du 11 juin. Vous pouvez dépasser. Oui. Voilà. Du 11 juin. D'après l'un de ces contrats, une entreprise basée à Kinshasa, Mantenga Contact Trading Limited, s'est vue attribuer 12 $ pour chaque passeport délivré en échange de la mise à disposition du personnel nécessaire pour la mise en œuvre du projet. En décembre dernier, l'agence Bloomberg avait relevé que le président Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a apporté des centaines de millions de $. Ce sont nos confrères de la Libre Belgique. Alors, Marcelin Tshisakwa, le passeport, c'est 185 $. Nous avons lu les répartitions de cet argent. Normalement, selon l'article que nous avons lu, le passeport congolais est à 50 €. Mais
On ne sait pas comment c'est passé de 50 € à 120, à 185 et tout ça. Il y a eu des chiffres assez compliqués. La toute première question, les imprimés de valeur ne peuvent pas être faits en RDC. On se pose la question, à quoi sert alors l'hôtel de monnaie? Merci madame, je ne suis pas spécialiste sur la question peut-être. Et d'emblée, je reprends la réponse du vice-ministre congolais de l'étranger, Yves Kisombe, qui j'ai entendu donner des réponses par rapport à tout ce que vous venez de lire dans la presse. Yves Kisombe nous explique que l'État congolais n'étant pas à mesure de pouvoir produire lui-même, il a fait recours à des entreprises étrangères qui pouvaient venir à la rescousse parce que et préfinancé. Donc voilà les termes qu'il a utilisés. Donc on a préfinancé et en contrepartie, l'État congolais ne pouvait pas remettre à ces entreprises dans leurs droits, et c'est ainsi qu'on a fait les calculs, que dans chaque passeport, tel regroupement ou tel pouvait récupérer autant, et le trésor public gagne 65 $ dans chaque. Je vais bien. Mais au-delà de ça, madame, ce n'est pas seulement la question du passeport, il faut généraliser. Quand nous achetons cher tout en République démocratique du Congo, imaginez que nous, dans la région des Grands Lacs, c'est notre passeport qui coûte plus cher. Notre passeport coûte plus cher. Alors à ce moment-là, il faut qu'il y ait une commission d'enquête, notamment parlementaire, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on puisse brûler, parce que vous avez lu en 2014 que le passeport, il y a même d'autres partenaires qui ont pensé qu'on pouvait avoir le passeport à 21, soit encore moins 50 $, et que nous, on a préféré aller jusqu'à 120 $. C'est là où il y a des interrogations à ce niveau-là. Comment nous pouvons bénéficier d'un passeport à 50 $, mais au lieu qu'on nous les donne à 50, on nous amène à 185 $. Quels sont les intérêts qu'on tire de ces prix-là? Ce sont des questions, autant de questions qu'il faut... Je repose la question. L'hôtel de monnaie, parce qu'on sait que l'hôtel de monnaie imprime ce qu'on appelle normalement les imprimés de valeur. Pourquoi passer ce marché à des étrangers? Pourtant, le passeport est un élément de souveraineté nationale. Oui, madame. Comme la monnaie. Oui, madame, effectivement, comme la monnaie, le passeport est quelque chose de la souveraineté nationale, c'est vrai, mais l'on se pose effectivement la question de savoir si les autorités de la République démocratique du Congo sont là en train de travailler effectivement pour le bonheur, pour la joie, pour le bon vivre de sa population. Lorsque, comme l'a si bien dit mon confrère Marcelin, que dans les pays de la région du Grand Lac, nous sommes le passeport le plus cher. Le pays est grand, c'est Yves Kisombe, le pays est très grand. Nous sommes le passeport le plus cher, lorsque nous savons qu'en Côte d'Ivoire, c'est 85 $ et que nous, ici, nous sommes à 185 $. Il est à se poser des questions. Pourquoi le pays qui, j'allais dire, les partis qui produisent le passeport en République démocratique du Congo ne donnent pas le même prix pour les autres pays africains? Qu'est-ce qui fait que dans ce pays africain, on arrive à produire des passeports à des coûts acceptables, mais en République démocratique du Congo, il faut que ce soit le double et parfois même le triple? Alors, on se pose la question si derrière la production de ces passeports, il n'y a pas des intérêts des individus. On dit aussi par Yves Kisombe que l'État congolais se retrouve avec 65 $, ou 65%, 65 $. Mais la question est de savoir, et celle de savoir, où va le reste d'argent? C'est bien réparti. On a dit que Semblex reçoit autant, aux Émirats Arabes Unis autant, et puis autant. C'est déjà bien réparti. Oui, mais on sait où ça part. Madame, vous avez posé la question par rapport à la production de la monnaie congolaise. Voilà. Si on sait produire le franc congolais au Congo,
avec Est-ce toutes que les mesures de sécurité. Sont produits au Congo? Est-ce que le franc congolais... L'hôtel de monnaie, ça produit le franc congolais? Oui, effectivement. Ouais. Avec toutes les mesures de sécurité qu'il y a sur le franc congolais. Vous avez vu le 20 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs congolais. En longueur de journée, on diffuse à la télévision les mesures de sécurité, comment détecter le vrai du faux. On se pose la question si on n'était pas à mesure effectivement de produire également le passeport en République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde très bien cette situation, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Nikez, c'est la même question, parce que le passeport est un domaine, c'est comme le ministère des Affaires étrangères, le domaine de souveraineté. Comment peut-on laisser la production de ce document stratégique aux mains des étrangers? Pourtant, l'hôtel de monnaie, là, ils peuvent bien le fabriquer. Pourquoi dépenser autant d'argent? Et pourtant, les nationaux peuvent bien le faire. Je pense que je ne passerai pas par le dos de la cuillère pour expliquer nettement que lorsqu'on a installé l'hôtel de monnaie, cet hôtel de monnaie était doté d'une infrastructure capable d'imprimer, de produire tous les imprimés de valeur de ces pays. Vous pouvez citer quelques imprimés de valeur? Nous avons par exemple les en-têtes de la plupart des entreprises, les en-têtes de papier vendus dans notre administration pour lesquels la DGRAD perçoit des frais. La DGRAD commande ces imprimés de valeur, par exemple les attestations de naissance, de bonne vie et mœurs que nous obtenons dans des communes. Pour que ça ne puisse pas être piraté par les agents de l'État qui travaillent par-ci par-là, tous ces documents-là étaient produits à l'hôtel de monnaie. L'hôtel de monnaie produisait nos passeports ordinaires. Depuis que le pays est là, les Zaïre, c'est devenu la République démocratique du Congo, nos passeports étaient produits ici. Le premier passeport avant l'hôtel de monnaie était produit en Allemagne. À l'hôtel de monnaie qui frappait notre monnaie, qu'on appelait les Zaïre, ça venait de l'hôtel de monnaie de l'Allemagne, qu'on appelait Giesecke, je crois, là. Et nos passeports étaient aussi là. Lorsque nous avons obtenu l'autonomie de produits et de frapper notre propre monnaie, et idem, tous les imprimés de valeur, donc passeport compris, étaient ici. Le permis de conduire également. Le permis de conduire également. Il faut se poser la question. Pourquoi le régime actuel doit chercher à transférer que l'hôtel de monnaie arrête de produire ces marchandises et on confie ça aux particuliers? Là, il y a une question marque. Cette question, moi je pense, si réellement, que par exemple, Madame Makie Wangoy, qu'on cite par nos confrères de Reuters, qui est dans les Émirats Arabes Unis avec son entreprise qu'on appelle LPRS. D'après nos confrères de Reuters, cette dame a été contactée par mail pour donner réaction par rapport à toutes ces allégations et les preuves que Reuters a pu obtenir. La dame, jusqu'aujourd'hui, a donné sa langue au chat. Mais moi, lorsque je sais que quelqu'un veut douter de mon sang si je suis le fils de mon père, mais je vais lui donner mon bras, qui dit prélève le sang, vérifie. Mais pourquoi ce silence de cette demoiselle ou Madame Wangoy, qui est de la famille du président de la République, qui est basée aux Émirats Arabes? Ça, c'est question marque. Parce que notre hôtel de monnaie, si par exemple la technologie a fait qu'il y a une machine qui manquait à l'hôtel de monnaie, les pays pouvaient compléter cette machine. Nous avions des stenciles pour multiplier le papier. La technologie est venue, nous avons abandonné les stenciles, maintenant nous imprimons simplement avec des imprimantes laser, tout comme. Donc je ne vois pas que la République démocratique du Congo était incapable d'ajouter une machine à l'hôtel de monnaie qui pouvait produire des passeports biométriques. Il n'y a qu'une question de volonté. Ceux qui ont voulu que cette technologie soit transférée chez les individus savent pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'ils voulaient se retrouver. Vous venez de dire ça ici tout à l'heure quand je vous suivais dans la lecture de nos confrères de Libre Belgique, qu'il y a le monsieur Carizan de Belge dont l'expertise en matière de ce document est bien connue en Belgique, mais qui a offert aux Congolais que je pouvais vous faire ça à 50 $. Et vous livrez, je vais produire ça dans ma société qui est basée en Lituanie, vous donnez ça à 50 $. Mais pourquoi ils n'ont pas fait confiance à ces Belges? Ils doivent contourner par les deux de la cuillère? Non, 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 non. Lorsqu'on ne veut pas ce qui est bon, mais on veut prendre la même chose mais à distance, c'est qu'on a besoin de rencontrer un voisin en cours de route. Ils savent ce qu'ils veulent. Dommage, parce que c'est vraiment parmi les passeports les plus chers. Les Congolais, je sais que c'est un peuple intelligent. Beaucoup ont fait de comparaison. Ils ont cherché à savoir dans d'autres pays africains combien ça coûte. Nous avons suivi le vice-ministre. Mais on va vous dire que la RDC est souverain. Voilà. Pourquoi vous pouvez comparer avec d'autres pays? Ils vont vous dire que même le vice-ministre des Affaires étrangères, ils vont vous dire que il ne faut pas comparer. La RDC, c'est un État souverain. La RDC est capable elle peut décider comme elle veut. Elle n'a pas d'injonction de recevoir ni de Madame Politique Moutou, ni de Nikez, ni de Marcelin, encore moins de dire.
Je ne crois pas. Alors, comment faire? C'est vrai que les Congolais, on nous dit, nous sommes un peuple qui ne réagissons jamais, un peuple amorphe, qui se fait avoir à tous les coups. Comment on peut accepter, nous, Congolais, en tout cas, comment on peut appeler ça, qu'on nous vende des histoires assez chères, et pourtant dans d'autres pays africains qui n'ont aucune richesse comme nous, qui n'ont ni coltan, ni diamant, ni pétrole, ni or, mais ils ont des passeports à des prix abordables. Comment un peuple aussi pauvre que les Congolais on peut leur faire ça? C'est presque inhumain, moi je trouve. Madame, c'est vrai, on parle d'ici du prix officiel, mais quand il faut faire des démarches, nous allons même au-delà de 250 $, quand il faut faire les démarches. Voilà, donc ça, tu sais qu'on dépose à la banque. Oui, tout ça, c'est l'environnement sociopolitique du pays. C'est l'environnement de notre pays. Et là, la justice est interpellée. Avec de telles révélations, j'imaginais que le procureur général de la République pouvait ouvrir une action judiciaire pour éclairer la situation, mais nous également le Parlement. Il y a également le Parlement qui peut ouvrir aussi et expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi les choix de cette entreprise. Où les Congolais peuvent se plaindre par rapport à ça, c'est vrai que bon. Oui, madame, ce qui m'inquiète, c'est lorsque le vice-ministre dit que la République démocratique du Congo était incapable de produire elle-même ses passeports, de préfinancer, c'est ça, oui, préfinancer elle-même ses passeports. La question que je me pose, financer les passeports, toute une république que l'on prétend indépendante, que l'on dit souveraine, incapable de préfinancer ses passeports, et c'est une entreprise étrangère qui va préfinancer pour qu'ensuite le coût puisse retomber sur les épaules des administrés congolais, de la pauvre population. Franchement, on se pose la question si c'est ça vraiment diriger le pays. Nous prenons... oui, vous voulez... Oui, je voulais ajouter, parce que quand tout à l'heure, dans votre interrogation, vous dites pourquoi les Congolais restent amorphes, ne réagissent pas. Mais vous parlez comme si vous étiez à l'église avec le cardinal Monsengo, que bon, ça doit se passer comme ça. Et de quelle manière ce peuple congolais peut manifester parce qu'ils vont rencontrer une police qui va leur dire que c'est une insurrection? Par quelle voie vont-ils manifester? Manque d'eau, ils ne peuvent pas. Parce que l'eau, même celui qui ne voyage pas, a droit à l'eau. Mais le passeport, nécessairement, c'est pour Paulette et Marcelin qui ont l'habitude de prendre les avions. Mais vous serez d'abord minime, ceux qui peuvent marcher pour le passeport. Si ceux qui sont nombreux pour l'eau sont réprimés, on appelle ça insurrection. Pour le courant électrique, on appelle ça insurrection. A fortiori, vous, pour le peuple, vous qui êtes minoritaire, les requérants de passeport, je me demande, vous allez emprunter l'avenue Kassavubu ou de l'enseignement, vous n'allez pas rencontrer les anti-insurrections. On se pose la question, on va passer Renapi, par exemple, où étaient faits d'autres imprimés de valeur. Oui. Ben, je crois que notre souveraineté, on l'a bradé à vil prix, parce que le passeport, pour moi, c'est vraiment un élément de souveraineté nationale. Et si on le brade ainsi, on a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Nous allons parler maintenant d'Elvis Palanga qui remplace Célestin Kanyama. Ça a suscité beaucoup de réactions. Marcelin Chisaka, on avait dit qu'il est suspendu. Beaucoup de rumeurs autour. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour relayer les rumeurs. Mais à Kinshasa, on le sait, c'est la réalité congolaise. Quand il y a comme ça des informations qui fuitent, il y a toujours anguille sous roche et on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc déjà, à un moment, on disait le général Kanyama est en résidence surveillée, qu'il a été suspendu. Qu'est-ce qui se passe? Rébellion, insurrection. Et aujourd'hui, c'est officiel. Il est suspendu et c'est Elvis Palanga qui prend la place. En tant que journaliste, c'est vrai que ce n'est pas aussi Reuters qui viendra nous dire pourquoi il est... Non. Voilà. Donc, on espère que nous, autres journalistes congolais, nous avons quand même l'information. Oui, Marcelin, pourquoi? Quelle est la raison de la suspension? Ma première source, c'était d'abord vous. Vous êtes en tout cas, vous avez eu la primeur de l'information. Je me suis informé sur votre tweet. C'était le week-end que j'ai eu et finalement, ça s'est officialisé que le général Célestin Kanyama a été suspendu, mais des raisons sont restées encore assez floues. Est-ce que vous avez contacté les autorités policières, le porte-parole de la police ou le numéro 1 de la police pour savoir un peu... J'ai suivi le porte-parole de la police qui a affirmé, mais il est resté, il s'est réservé sur le motif ou les raisons de cette suspension. Mais, écoutez, je voudrais plutôt parler maintenant de Elvis, qui
qui assume l'intérim du général. Pour combien de temps cette suspension en fait pour dire en fait, la suspension, c'est pour une durée indéterminée. Indéterminée, c'est pas 15 jours. Le journal, la presse ce matin, on parle d'une durée indéterminée. Et en RDC, lorsqu'on vous suspend, vous resterez toujours suspendu. Hein. Jamais vous poserez vos pieds sur terre. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, je suis en train de voir là, avec cette suspension, peut-être une reconfiguration du système sécuritaire au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et là, vous savez que le colonel Elvis Aïe il a été dans le district de la Tchangou, où il a fait des preuves, où il a fait de preuves de maîtrise au niveau de la gestion sécuritaire même du district de la Tchangou. Je crois qu'il a maintenant l'opportunité de pouvoir s'affirmer au niveau de la ville, parce qu'actuellement à Kinshasa, il y a le phénomène Koulouna qui a fait surface, il y a l'insécurité, ça et là, il faudrait des nouvelles réponses et des nouvelles méthodes pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui dérange la quiétude des Kinois. Et vous connaissez personnellement Elvis Palanga, parce que les réactions qui fusent, c'est vraiment le contentement de la population. Beaucoup l'apprécient énormément, voilà. Par rapport à Kanyama. Beaucoup l'apprécient. Il est dit qu'il est proche de la population. Peut-il changer l'image de la police aujourd'hui? Non, enfin, madame, changer l'image de la police, je ne sais pas s'il faut changer l'image de la police, parce que la police là-dedans n'a rien à voir. L'image de la police n'est pas, comment on dit ça, l'image de la police n'est pas détruite. Je ne sais pas ce que je veux dire ici. Je ne pense pas qu'il s'agit pour, comment vous l'avez appelé, Elvis, de venir changer l'image de la police. Il a déjà fait quelques propositions. C'est de beaucoup plus venir justement faire ce que Kanyama n'a pas fait, dans le sens positif. Vous voyez, lorsqu'on dit que la police, par exemple, doit encadrer les manifestations, ce que Kanyama lui fait, c'est réprimer les manifestations, d'une manière générale. Peut-être que Elvis, du fait qu'il est aimé déjà du côté de la Tchangola, s'il est aimé, c'est parce que les gens ont trouvé en lui quelqu'un qui faisait très bien son travail. Et faire très bien son travail, c'est aussi encadrer les marches plutôt que de le réprimer. Et ce qui m'intéresse également dans cette histoire, c'est que pour une fois, nous parlons quand même de sanctions. Parce qu'en République démocratique du Congo, parler des sanctions, c'est quelque chose de difficile. Lorsqu'on parle de monsieur de la police, le général Kanyama qui a été suspendu, ça veut dire que pour une fois en République démocratique du Congo, lorsque tu commets une bévue, parce qu'on parle de comment insubordination, lorsque tu commets une insubordination envers ta hiérarchie, tu dois être sanctionné, quelle que soit la personne qui te couvre, quels que soient les parapluies sous lesquels tu vis. Alors ça m'intéresse également que de l'autre côté, on parle également de sanctions pour Elvis, parce qu'on a regardé dans la police, on a trouvé que voici la personne qui faisait très bien son travail, et donc pour les sanctionner positivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la censer. Moi, je pense que c'est ce que je retiens de Elvis Palanga, le policier le plus aimé, hein, on le dit parce qu'on a suivi les réactions de la population, nous palpons les réalités, le thermomètre par cette population quinoise, une population de fois qu'on dit amorphe, méfiez-vous. Elvis Palanga peut changer, je le répète, l'image de la police. Eddie Kaniki, mon frère, l'a dit, de fois, Kanyama donnait vraiment l'image de la répression, de vraiment, hein, quand Kanyama était sur le terrain, eh ben, il fallait dégager. Cette fois-ci, Elvis peut comprendre un peu ou encadrer les marches ou être avec la population et comprendre les aspirations de cette population. En fait, faire bien son travail. Faire bien son travail, c'est le terme, comme le souhaite bien Eddie. Mais d'abord, il faut bien limiter les choses. Elvis a quel champ d'action? C'est juste Kinshasa. Or que la police, elle est nationale. Ah oui, c'est pour la ville de Kinshasa. Voilà. Maintenant, changer l'image de la police dans la ville de Kinshasa, c'est peut-être prendre les mêmes méthodes qu'il avait utilisées dans le Tchangou. Parce que lui, à Tchangou, il ne réprimait que les malfaiteurs et non les bienfaiteurs. Quand vous faites bien, vous vous comportez bien dans la société, ça va. Mais il ne tombait pas facilement sur des paisibles citoyens. Mais contrairement à Kanyama, je ne vois pas les gens qui sont en train de grincer les dents. Tout le monde se dit, oh, ouf, soulagement. Je donne un cas de figure. Notre gardien de l'équipe nationale, Matampi,
un jour, il devait descendre dans sa voiture, venir au stade. Mais dans le bouchon entre, je crois, le rond-point Ngaba et Salongo, le général Kanyama l'a trouvé dans ce bouchon, il a percé ses pneus. Pendant qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du gardien Matampi, eh bien, Matampi a soudé la voiture, il dit, mais je suis en route pour le match de l'équipe nationale, vous venez de faire ça. Le général était obligé de réparer rapidement le préjudice. Un autre pneu a été payé et Matampi a pu continuer la route. Voilà ce genre de cas de figure. Je pense que si Elvis doit séparer les torsions des serviettes en disant la police, c'est pour sécuriser les biens et les personnes, et non pour réprimer les paisibles citoyens qui ont besoin de la sécurité. De la protection de la police. Je pense que c'est tout ce qui sera applaudi par le kino. Je voudrais enchaîner, c'est le colonel Lévis il est colonel, lui. L'approche faire avec la population. Ce qu'il faisait dans la Tchangou, la collaboration, cette collaboration avec la population a fait qu'il soit aimé dans la Tchangou. Maintenant, s'il doit apporter cette approche-là au niveau de la ville-province, je crois que c'est souhaitable que les Quinois se sentent sécurisés par la police en faisant ensemble avec la police. Mais au-delà de ça, maintenant, il faut voir. Ce qu'il faut éviter, c'est la politisation de la police. Nous sommes dans une période très cruciale. Bientôt là, nous tendons vers les élections. Donc, il fera face à tout ça. Il fera face au combat politique. Et là, il doit apprendre à distinguer la politique de la sécurité. De la sécurité. Voilà, c'est d'ailleurs sur ça qu'on nous avait attendu. C'est pourquoi moi, je résume ça en disant qu'il doit bien faire son travail. Ouais. Bien faire son travail, c'est effectivement faire comme l'a dit mon frère ici, distinguer la politique effectivement le charge que la police a en tant que... Cela nous permet, ça nous permet de prendre d'ailleurs le tout dernier volet, c'est le retour, moi je l'ai bien dit entre guillemets, triomphant de Félix Tshisekedi, parce qu'à son allée, il y avait eu des flashs, des urgences, comment on appelle ça en journalisme, on avait alerté tout le monde. Oui, des alertes rouges. Voilà, de la sortie de Tshisekedi. Il a été accueilli par cette population que nous avons suivie. Alors, la question, je le pose les derniers tours de table à Marcelin Tshiswaka. C'est vrai que nous avons suivi les réactions des uns et des autres, mais la réaction qui ressort un peu plus, c'est la question que je vais poser à Marcelin, la réaction du chairman de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Est-ce que pour vous, Aubin Minakou doit-il être jugé parti? Parce qu'il est président d'une institution, qui est l'Assemblée nationale. Il est le la deuxième personnalité de la République. Après le président de la République, c'est lui, dans la hiérarchie, comme dans le protocole. Alors, on l'a suivi, il fait aujourd'hui beaucoup de sorties médiatiques. Peut-il être en même temps jugé parti? Parce qu'il avait d'ailleurs jugé depuis que la marche pacifique était un échec cuisant et tout ça. Est-ce que c'est à lui de le dire? Parce qu'il y a un porte-parole de la marche. Il est président de l'Assemblée nationale, il est chef de la majorité présidentielle. C'est vrai, madame, je venais de le dire, nous sommes dans une période très cruciale où la majorité présidentielle a un discours, nous allons vers les élections, elle donne l'impression de s'y apprêter déjà. Et Minakou, en tant que secrétaire général de la majorité, il ne peut que tenir ce discours face aux opposants. Maintenant, est-ce qu'il l'a tenu en qualité de président de l'Assemblée nationale? Comment différencier Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité? Je ne suis pas venu ici pour défendre Minakou, mais je suis en train de voir quand et où il prend. Il a déclaré. Il n'a pas déclaré au perchoir de l'Assemblée nationale, il l'a déclaré au siège de la majorité présidentielle en tant qu'acteur politique. Il ne peut que dire. Mais au-delà de ça, madame, ce ne sont pas les déclarations qui intéressent. Il ne faut pas amener les Congolais qu'au niveau des déclarations. Les Congolais veulent entendre de Minakou le bilan de la législature. C'est ce que les Congolais attendent. Les Congolais veulent entendre du chef de l'État, qui est l'autorité de la majorité, les bilans de ces
15 dernières années à la tête du pays. C'est ce que jusqu'à la révolution de la modernité. Voilà ce que les Congolais attendent. Minakou n'est pas opposant. Les opposants ont un discours, c'est celui de faire des promesses. Nous, quand nous allons accéder, nous ferons ça, 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 ça. Mais quand on est gestionnaire, à ce moment-là, on ne fait pas des discours, on donne plutôt le bilan. J'ai fait ça, dans 5 ans, voilà ce qu'il nous reste à faire. Mais quand vous prenez, que ce soit le secrétaire général de la majorité, que ce soit le ministre sortant, que ce soit le chef de l'État, dans leur discours, ce sont des discours promesses. C'est ce qui m'intéresse, moi, madame. Ce qui m'intéresse, on n'a pas besoin aujourd'hui que Minakou, que la majorité présidentielle, pour ne pas personnaliser le débat, que la majorité présidentielle nous donne les failles de l'opposition. C'était un échec puissant. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Nous, on aimerait que la majorité présidentielle nous dise, nous avons présenté notre programme pendant 15 ans, voici ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous attendons. Edi Kaniki, c'est vrai que Félix Tshisekedi est rentré, la sortie était incognito, la rentrée tonitruante. Pourquoi ces deux cas? Oui, mais pourquoi le retour aussi tonitruant? Mais justement, c'est parce que la majorité présidentielle a favorisé ces retours-là. La majorité présidentielle n'aurait pas fait ces boucans autour du voyage de Félix Tshisekedi, il ne serait pas rentré aussi triomphant. C'est là justement le problème autour de Aubin Minakou par exemple. Est-ce que vous savez, madame, que Joseph Kabila est l'autorité morale de la majorité présidentielle? Imaginez-vous que l'autorité morale de la majorité présidentielle se mettait à dire devant la presse que Félix Tshisekedi a fui. Vous imaginez, vous imaginez quelle ascension il ferait de Félix Tshisekedi. Alors, Aubin Minakou n'est pas loin de l'autorité morale de la majorité présidentielle, parce qu'il est la deuxième personnalité et au pays et de la majorité présidentielle. Entre lui et Kabila, il n'y a pas une très grande distance. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Je parle d'Aubin Minakou, il aurait mieux fait de se taire parce qu'il y a il y a plutôt un porte-parole de la majorité présidentielle, il y a également les communicateurs de la majorité présidentielle qui pouvaient passer dans le média et se lancer un peu de colibé, hein, si on peut appeler ça ainsi. Oui, c'est lancer un peu de colibé, c'est de bonne guerre, parce qu'entre la majorité présidentielle et l'opposition, on comprend qu'il y a des échanges. Parce que simplement, chacun veut garder, l'un veut garder le pouvoir, l'autre veut accéder au pouvoir, on peut comprendre. Mais une personnalité de la trempe d'Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, moi je pense qu'il n'est pas là à son poste et ce n'est pas le moment pour lui de s'exprimer comme tel. Mais je voudrais quand même parler également de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui revient de l'Europe, il revient avec la puissance dont nous savons. Et il a fait des déclarations assez tonnerrantes, comme le phare le dit ici, il donne un sévère avertissement à Joseph Kabila. Voilà, il s'en tient à l'accord du 31 décembre, il a fait des fortes déclarations. Moi, je me pose justement la question de savoir si Félix Tshisekedi est en train de bien réfléchir. En ce moment où Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre, je me pose la question si il faudrait encore que Félix Tshisekedi puisse continuer à lutter pour accéder à la primature. Que doit-il faire? Il doit se préparer pour les élections. À mon avis, ce que Félix Tshisekedi et le Rassemblement doivent faire maintenant, c'est de prendre le peuple congolais à témoin, de prendre la communauté internationale à témoin du non-respect, n'est-ce pas, du non-respect de l'accord par la majorité présidentielle en ce qui concerne la nomination du Premier ministre. Mais du reste, nous acceptons que ceux qui sont là à la primature puissent nous amener aux élections durant les 7 mois qui nous restent. Moi, je crois qu'en faisant ainsi, et la communauté internationale et la population congolaise auront constaté que le rassemblement est ouvert, le rassemblement a fait un pas de plus, et ce qui va nous permettre effectivement d'aller aux élections. Félix Tshisekedi est-il en train de suivre les traces de son père? Parce qu'on a ouï dire, nous posons les questions, qu'il risque de vivre le même parcours que son père, opposant à vie et mourir sans avoir fait ce rêve-là d'être un jour président de la République. Bon, je ne sais pas, madame, est-ce qu'il faut continuer à réfléchir de cette manière, monsieur? Mais c'est une réflexion de Congolais. Hein. Monsieur Félix Tshisekedi est d'une autre génération que son père. Okay. Ça, c'est d'abord quelque chose. Ils ont des empreintes digitales qui diffèrent. Les empreintes digitales des tiennes ne sont pas les mêmes que Félix.
Et par rapport à la dynamique de la société, Félix est encore jeune, certainement, jeune politiquement aussi, avec ceux qui veulent l'entourer du genre Moïse Katumbi. C'est la même génération, c'est tout à fait normal qu'ils puissent adapter. Je pense, ils peuvent adapter leur politique, ils peuvent adapter sa politique par rapport à l'évolution de la société. Pour revenir à son retour, je remercie d'ailleurs la RTNC et la majorité présidentielle qui font campagne pour ce monsieur Félix. Si Félix a de l'argent, je pense qu'il peut laisser ça tranquillement dans sa maison avec sa femme, parce que la RTNC se passe bien, elle pense bien à lui. Quand tu le parles, la RTNC annonce dans la bande de finances qu'il a fui. Mais quand il est rentré, cette RTNC ne dit plus qu'il est rentré triomphalement. Là, je pense nos confrères de la RTNC font du bon travail. Le jour même, j'ai battu campagne, je pense qu'ils feront le même souci comme ils le font pour Félix. Alors, pour revenir, nous parlions encore de quoi, madame? Edil a dit, est-ce que Félix Tshisekedi doit-il se battre aujourd'hui pour la primature une fois de plus ou simplement se concentrer? Je pense que il doit se battre pour l'application intégrale de l'accord du 31 octobre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand danger. 31 décembre. Hein? 31 décembre. Monsieur Kabila est en train d'éviter l'application intégrale de cet accord. Parce que cet accord le prend réellement au coup. Je vous donne une illustration. Vous savez qu'avec le gouvernement actuel, M. Kabila sait que tous les petits roitelets qui sont dans les territoires ne vont pas bouger s'il laisse Tchibala. Or que si ces roitelets qui sont administrateurs des territoires de Massimanimba, de Gungu sont en place, aucun opposant ne battra campagne là-bas. Et qu'est-ce qui nous aura comme retombé? Les opposants n'ont pas gagné les élections, la majorité a gardé sa majorité, nous avons gagné partout. Cet accord prévoit que tous ces roitelets-là qui empêchent les opposants de descendre en territoire seront remplacés, ils n'ont pas un mandat électif. Ne resteront en place que ceux qui ont des mandats électifs, déjà gouverneur, vice-gouverneur. Or que s'il laisse Tchibala, Tchibala n'a pas le poids politique pour dire quoi que ce soit la majorité présidentielle. Il ne saura pas bouger la majorité présidentielle pour dire non, je ne voudrais pas ministère de communication, je ne veux pas mener. Tchibala ne saurait pas. Il n'a pas le poids. Donc cet accord, excusez-moi, on ne cherche pas quelqu'un qui sert à la primature pour commencer à discuter avec le président de la République. Non, mais c'est plutôt celui qui va faire appliquer l'accord. Et cet accord, dont l'arrangement à partir de une des branches de cet accord n'a jamais été signé. On se dirige vers le troisième dialogue. Je me dis, on ne va pas reprocher à Félix Tshisekedi de réclamer l'application de l'accord. Et toute la communauté internationale aussi réclame ça. C'est une bonne guerre. Et c'est d'ailleurs un premier test pour Félix Tshisekedi. Si il est sérieux avec lui-même, on a signé un accord, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Il faut que cet accord soit d'application. Si on ne l'applique pas... Mais le chef de l'État l'a déjà appliqué à un moment Tchibala qui est fait rassemblement. Moi, je les évêques de la Senko ont dit, ils reconnaissent le vrai rassemblement comme celui dirigé par Félix Tshisekedi. Alors, quand vous me dites on a appliqué l'accord dit le Premier ministre est présenté par le rassemblement. Or, le rassemblement qui est connu, c'est celui de Félix. Marcel, donne-moi une seconde, je te retourne 10 minutes, donne-moi une seconde. Il y a ceci, madame. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit que sur l'avenir de l'enseignement, il y a rassemblement aussi, qu'on peut appeler rassemblement, peut-on dire aussi que les G7, c'est la majorité présidentielle? Je ne crois pas. Lorsqu'une frange quitte un groupe, on ne peut pas dire que, par exemple, les gens du G7, c'est la majorité présidentielle. Je voudrais dire que c'est d'ailleurs une occasion, le retour de Félix Tshisekedi, c'est une occasion, il a mis un défi Bruno Tchibala, qui a tenté d'organiser une marche avant même sa nomination à l'UPEN, qui a échoué. Une marche qui a échoué. Pourtant, il avait le soutien déjà de la majorité présidentielle. Mais le retour de Félix Tshisekedi a fait que le militant de l'UDPS se sont retrouvés derrière Félix Tshisekedi. C'est déjà un signal fort, et au niveau de l'UDPS, et au niveau de la majorité, que Félix est encore en contact réel avec la base et il a hérité. Nous sommes à la fin. Juste deux choses. La première, c'est que vous avez posé la question de savoir si Félix est comme son père. Mais alors, avec cette façon de faire les choses, on va conclure qu'il est comme son père. Parce que lorsqu'il bloque les choses de cette manière-là, en réclamant et en exigeant le respect intégral de l'accord, on ne va pas avancer. C'est pourquoi moi je propose, lorsqu'il arrive à prendre la communauté internationale et la population congolaise à témoin du non-respect de l'accord de ce point de vue-là, tout le monde verra qu'il y a une avancée, comment vous dites ça, une avancée, et du reste,
nous pouvons continuer ensemble parce qu'il faut que nous sommes également la personne qui fera en sorte que les élections à la fin de l'année 2017. Pourquoi demander à Félix Tshisekedi de faire cette avancée alors qu'on sait qui bloque? Bon, il faut demander à toi, c'est lui qui bloque. On a dit que le rassemblement ou l'opposition est distrait parce que la CENI est déjà en train d'enrôler et on le sait, le nombre déjà est assez élevé. Est-ce que l'opposition est-elle en train de surveiller le travail que fait la CENI? Parce que, selon une certaine opinion, la tricherie commence déjà. Parce qu'eux ne surveillent pas, ils se battent rien que pour le gouvernement et ils oublient que la CENI est en train d'abattre un grand travail. Il y a déjà des doublons, il y a déjà des fictifs, il y a déjà beaucoup de problèmes que l'opposition tourne son regard vers la CENI pour essayer de rectifier déjà les choses avant que cela ne soit trop tard. Merci mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Web Presse. Merci à Marcelin Kiswaka de Congo Web Télévision, merci à Eddie Kaniki, journaliste indépendant, et à Nikez Mouzani d'Afrique Eco Magazine. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et encore bonne semaine à tous les journalistes, membres de presse pour le progrès. Nous nous retrouverons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le mercredi prochain avec, je l'espère, une autre équipe de journalistes très talentueux de mon pays, la République démocratique du Congo. Merci.